Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bel amphithéâtre de Rennes pour l'Assemblée générale de la Fondation Rennes. On est très heureux de se retrouver en vrai, mais je n'oublie pas de saluer celles et ceux qui nous suivent derrière leurs écrans, puisque cet événement est en format hybride, comme on dit désormais, à la fois en présentiel, mais aussi retransmis en direct. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à le suivre également de cette manière. Je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste à Rennes. Je suis très heureux de vous retrouver, j'allais dire, une nouvelle fois pour cette assemblée générale de la Fondation Rennes qui nous réunit déjà régulièrement depuis de nombreuses années. On le verra tout à l'heure, mais sans plus tarder, je vais inviter à venir à mes côtés le président de l'Université de Rennes, David Alice. Merci, président, d'être avec nous, et Jean-Marc Gandon, le président de la Fondation Rennes. Prenez vos micros, je crois qu'ils sont prévus, vos micros, vous devez avoir un code couleur. Voilà. On s'occupe de vous, voilà, c'est du direct, hein. Vous l'avez bien compris. Les présidents vont arriver et on a quelques questions à leur poser justement pour savoir comment s'est passée cette année ô combien atypique, cette année 2020, j'allais dire, de tous les dangers et de toutes les difficultés, mais aussi de toutes les initiatives, innovation, solidarité. On en reparlera ensemble tout au long de cette soirée. Alors, je vous en prie, prenez place peut-être au milieu, là, vous serez plus à l'aise. Voilà, on a la chance d'avoir un grand amphithéâtre et comme ça, en plus, on va respecter les distances réglementaires, sanitaires. On peut enlever nos masques pour parler car on se tient suffisamment loin les uns des autres. Ma première question, elle est pour vous, David Alice. On se retrouve, je le disais, enfin en présentiel après cette année très, très compliquée. Et j'ai envie de vous demander tout simplement comment l'Université Rennes a traversé cette crise. Alors bonjour à tous, et juste avant de répondre à votre question, moi je voulais dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous pour cette 10e édition, enfin en présentiel. Et je crois qu'aujourd'hui c'est une belle journée aussi, c'est une journée qui montre aussi notre résilience, qui montre enfin notre campus, qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Et je suis très heureux que ça soit cette occasion d'Assemblée Générale et de retrouver cet amphi. Et effectivement, nous sortons d'une année qui a été exceptionnelle, mais qui a commencé dès le mois de janvier 2020. Nous avions monté une première cellule de crise, hein, nous nous organisions. Nous ne savions pas encore qu'il y aurait le confinement, mais il a fallu, agir, investir, mettre en place la solidarité et penser l'avenir. Agir, on l'a tous vécu, hein. Je salue tous les chefs d'entreprise qui sont ici présents. Nous étions comme sur une autoroute à 130 et puis il fallait quasi piler puisque le jeudi, quand le président de la République a annoncé la fermeture des universités, c'était le lundi. Et il fallait assurer la continuité pédagogique. Et nous avions déjà, depuis les débuts des années 2000, formé des enseignants. Nous avions eu le premier quasi-service d'innovation pédagogique. Mais là, il a fallu changer d'échelle, hein. Donc ça a été la première action, c'est vrai, l'action pour les 150 sessions de formation, les 1000 participants, s'équiper, s'investir, équiper les salles, pouvoir tout ce qui va être en fait des cours asynchrones. Et je crois que ça a été un moment de révolution. On n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu ce moment-là. Mais je voudrais rendre hommage à toute notre communauté enseignante, les personnels, et puis les étudiants qui se sont mis dans ce moment et qu'on a aidé. Ça n'a pas été si simple, hein, il faut quand même le reconnaître. Ça a été très difficile, mais je crois, et les étudiants pourront témoigner, hein, que ça a été aussi des moments d'expérimentation, d'innovation. Et puis peut-être les autres valeurs qui ont été mises en avant, vous l'avez dit, c'est les valeurs de solidarité. Nous avons, la responsabilité de porter le service de santé des étudiants pour tout le site rennais. Il est resté ouvert pendant toute cette séance. Je crois que les sentiments de détresse, le besoin de lien des étudiants, ils continuent. Et nous avons aussi décidé d'être le premier site pour ce qu'on appelle l'accompagnement psy ou le chèque psy étudiant. C'est aussi notre site, notre service qui a été mobilisé. Au-delà de ça, c'est toutes les initiatives. Je pense à l'épicerie solidaire, je pense au bon alimentaire. Mais je sais que le président de la Fondation parlera de la Fondation qui s'est aussi mobilisée. Donc, action, investissement, mobilisation, solidarité. Il y a quelques jours, nous étions ensemble avec quelques collègues pour une remise de Légion d'honneur. Je voudrais le dire pour ma collègue Patricia Hamé, qui a, du fait de ses récompenses pour l'aide aux soignants, ça a été un moment de mobilisation formidable. On l'a oublié, il y a un moment où il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'équipement, les soignants étaient en première ligne. Et ce sont ces collègues, 7 collègues de Rennes qui s'est mobilisés. J'ai aussi une pensée pour Mathieu Reveste, et ce sont des collègues qui ont été honorés
par la ministre pour leur action dans ce moment charnière. Donc je voulais aussi leur rendre hommage. Toutes ces valeurs-là que vous rappelez, David, elles vont rester, évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, dans la perspective de la suite des projets qui traversent l'université, je crois savoir que vous réunissez un comité d'orientation stratégique internationale dans quelques heures ou demain. C'est aussi une manière d'intégrer plus largement une communauté pédagogique universitaire. Tout à fait. Et je salue notre collègue, le recteur Pierre Demaret, recteur de l'Université libre de Bruxelles, cher Pierre, qui nous vient de Bruxelles et qui vient nous accompagner aussi pour la stratégie. Nous serons demain avec des collègues en présentiel, en visio. Il y a un lauréat de prix Nobel de chimie, il y a des personnalités d'Irlande, de Québec, des personnalités internationales reconnues. Et je pense que nous avions besoin dans notre université, dans ce moment, d'avoir aussi ces personnalités qui orientent. Et un des sujets qui s'est imposé, et je pense que c'était avant la crise sanitaire, mais nous avions déjà ces champs sur le site rennais. Vous savez que nous avons la chance d'avoir le HESP, l'École des études de santé publique, le CHU, Agrocampus, l'INRAE. Donc sur tout ce qui est logique de santé globale, voire de santé planétaire, avec les ressources en eau, les ressources en sciences, je pense que notre université, avec le site rennais, nous sommes mobilisés. A des choses à dire et est mobilisé. Alors, merci beaucoup, Président Alice. Vous le disiez, et je me tourne vers vous, Jean-Marc Gandon, en tant que président de la Fondation Renin. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, ça a été un formidable révélateur, un révélateur de solidarité, de capacité d'adaptation, ça vient d'être dit. Et la Fondation a joué aussi son rôle durant cette période de manière tout à fait importante. Elle a prouvé, s'il en était besoin, son utilité. Eh bien, d'abord, la Fondation a souhaité se mettre très modestement en observation au tout début, parce que, comme l'a dit le président Alice, l'université devait réagir en 3 jours ou 4 jours pour ce qui est d'organiser la continuité pédagogique et les activités de recherche. La Fondation est, d'un point de vue structurel, j'allais dire quasi juridique, une structure du temps long, avec des perspectives, une stratégie. Et la première réflexion que nous avons eue au niveau du bureau et des permanences, c'est de se dire, soyons modestes et observons ce qu'il est possible. L'année va être difficile. C'est une année totalement inédite pour laquelle on avait du mal à prévoir, et donc on a même eu des projets de réduction de la voilure en ne voulant pas être non plus provoquant sur le contexte économique incertain. On voulait être solidaire et en fait très très rapidement eh bien, on a pu agir et on aura le bilan de l'année, mais par rapport à cette notion de temps long, on a... Qu'est-ce que vous retenez, vous, justement? La proximité. Est-ce qu'il y a une idée forte, une image, une action qui vous a marqué, Jean-Marc Gandon? La première action qui a été marquante, c'est rapatrier, le mot est un peu fort, mais aider les étudiants à rentrer dans la journée, c'est-à-dire... de se dire, bon, on ne sait pas où on va d'un point de vue budgétaire, enfin bon, finalement, vous verrez, on est arrivé à bon port, mais on va pas réfléchir pendant des mois. Au jour d'aujourd'hui, le jour même, il faut agir, et il y a des étudiants bloqués à travers le monde, dans les différents programmes. Eh bien, on va faire des chèques, et puis on va voir comment on va le gérer. Mais on va agir le jour même. Là, on n'a pas attendu une semaine, on va pas, voilà. Et après, ça a été pris en relais. Il y a des structures à la fois universitaires et d'autres, mais c'est la capacité pour la Fondation dans ces différentes missions, qui est aussi la proximité des étudiants. D'agir en quelques heures sur des cas difficiles et des étudiants. Donc c'est la première action. La deuxième action, qui est du même ordre, et on y reviendra, c'est la proximité aussi entre le monde économique et les étudiants. C'est tous les soutiens alimentaires. Et en fait, ça fait chaud au cœur, en fait, en termes de relations humaines, tout simplement, entre une fondation qui réfléchit à 10 ans, puisqu'en plus c'est les 10 ans, et qui, dans cette notion du temps, comme je le disais, très long, et la capacité en quelques heures de mettre
en contact et de mobiliser toutes les bonnes volontés. C'est vraiment l'effet marquant de l'année. Évidemment, il y a plein de chairs nouvelles. On va en parler tout au long de cette soirée. Mais l'humain au cœur. L'humain au cœur, c'est le fait marquant de l'année. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir éclairé ainsi l'introduction de cette Assemblée Générale. Je vais inviter, vous restez avec nous, je vais inviter tout de suite Sophie Langouette-Prigent, la vice-présidente de la Fondation, à venir à nos côtés, parce que vous l'avez dit, Jean-Marc, cela fait 10 ans que la Fondation existe. Elle aurait dû fêter l'année dernière, tout était prévu, le 10e anniversaire. On va regarder ensemble, on va feuilleter l'album de famille, on va regarder ensemble les faits marquants de ces 10 années, de cette décennie écoulée, pour s'en retrouver la mémoire, justement. Il y a des dates, il y a des chiffres clés, vous allez voir, et il y a des photos. Et c'est du direct. Ouais. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on aurait dû fêter les 10 ans l'année dernière. On n'a pas pu le faire, mais on est vraiment très, très content de vous retrouver ce soir. Vous avez répondu nombreux à notre invitation. Donc, vous êtes pour partie en présentiel et pour partie en distanciel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire cette mixité. Alors, ça demande beaucoup d'efforts d'organisation. Et je profite pour être au démarrage de cet événement pour remercier l'équipe des permanents de la Fondation qui sont vraiment mis en quatre pour rendre cet événement, donner le succès à cet événement. Donc, quelques chiffres clés. Donc, mais oui, cette fondation, on l'a créée en 2010. On avait fêté le premier anniversaire en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse. Les premières chaires de recherche et de formation, on va y revenir tout à l'heure, on les a créées en 2012. Elles s'intitulaient Économie de l'innovation pour la première et Environnement et innovation. On parlait déjà beaucoup d'innovation avant que ce soit aujourd'hui le mot incontournable de toutes les communications. Après, c'est l'objet même de la Fondation. Quand on l'a créée en 2010, progresser, avec Guy innover, Catelinet, entreprendre. Voilà, et l'objet même, c'est favoriser l'innovation et le développement socio-économique. Donc, on a fêté les 5 ans en 2015. On a remis le premier prix de la recherche. Le 1000e don est apparu en 2018 et tout à l'heure, on va vous dévoiler le 2000e don. Donc, vous voyez bien la dynamique dans laquelle on se situe. Les premières chaires en 2012, on vient de lancer la 15e. Voilà, on est sur une belle dynamique. Les 10 ans, c'était l'année dernière. On a changé d'identité visuelle. Et puis, quelques chiffres clés. Donc, 15 chaires associées à 25 ateliers de l'innovation, qui sont les think tanks associés aux chaires de recherche et de formation, sur lesquels on travaille conjointement entre les universitaires et les entreprises autour de sujets d'intérêt commun. Les étudiants n'ont pas été en reste. En fait, la Fondation a soutenu plus de 630 étudiants de façon directe et personnalisée. Ça fait partie de nos actions phares. Il y a près de 10 000 étudiants qui ont été parrainés par un chef d'entreprise, ce qui globalise 265 promotions. Il y a 40 enseignants-chercheurs qui ont bénéficié de notre action Semestre pour l'innovation qui leur permet une décharge du côté enseignement pour pouvoir se consacrer à un projet innovant ou un projet en lien avec la création d'entreprises. Le temps, c'est important et là, vous l'offrez, c'est formidable. En fait, on essaye de se mettre... La Fondation, depuis le début, on essaye de créer des actions où il y a des besoins. On est vraiment à l'écoute de différentes communautés. Voilà, 369 bourses de stage et puis 13 éditions des Échos de l'écho. Alors, pour retracer ces 10 années, on s'est dit que c'était sympa, une petite rétrospective en images. Et on a focalisé sur... Alors, bien sûr, l'album photo est vraiment très, très grand et on n'aurait pas eu assez de la soirée. Donc, on a focalisé sur les assemblées générales. Alors, les assemblées générales d'une fondation universitaire ne sont pas statutaires. Donc, on a le nom, enfin, ça ne porte que le nom. Hein. On ne va pas valider de compte ce soir. Voilà, ça n'a pas le formalisme. Et donc, je vous invite à découvrir les 10 assemblées générales. Donc là, c'était le lancement en 2010 avec 7 membres fondateurs que je remercie vivement. Hein. Ils ont cru très tôt en ce projet. Le premier anniversaire en présence de Valérie Pécresse en 2011. On avait à cœur aussi de faire découvrir les différents lieux de l'université. Et en 2012, on a organisé l'Assemblée générale au Palais Saint-Blaine. Une belle découverte.
Et puis on avait traité du plaisir au travail. En 2013, l'Assemblée générale s'est tenue à l'Institut de géologie, où on a eu la chance de découvrir une magnifique collection de Mathurin Méheux. En 2014, on a innové, puisque je pense que depuis, il n'y a pas eu d'autres événements majeurs dans la bibliothèque de la faculté de sciences économiques. Les 5 ans ont été fêtés dignement dans nos locaux au Diapason. Voilà. En 2016, on s'était réunis au pôle numérique Rennes-Bretagne sur le campus de Beaulieu. Vous remarquerez que la communauté ne cesse de s'agrandir. Plus assez de place sur les photos. Voilà. On en fera une ce soir, bien sûr. Tout à fait. C'est le bouquet final. En 2017, on était à nouveau au Diapason. En 2018, on a eu la chance d'organiser un des premiers événements au couvent des Jacobins. Et c'était pour l'Assemblée générale de la Fondation, un grand moment. Et puis la dernière Assemblée générale, c'était en 2019. Et c'est l'IUT de Rennes qui nous avait accueillis sur les buttes de Coën. Voilà. Voilà, pour la rétrospective en images. Il y a encore un point à présenter, votre traditionnel livret que on attend à chaque année. Votre livret de développement durable, c'est ça, Sophie? Oui, alors tous les ans, on attend le livret de présentation des membres. Et là, vous avez innové, là aussi, c'est un nouveau livret. Je disais qu'on l'attendait, on va retrouver l'autre aussi. C'est pas ça, c'est qu'en fait, donc, effectivement, on n'a pas fêté les 10 ans. Donc on s'est dit, on a quand même eu envie de réaliser un bilan. Et donc, de façon non exhaustive, on a essayé d'associer l'ensemble des actions de la Fondation Rennes aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, et donc, du coup, ce soir, on vous dévoile ce livret qui reprend toutes ces actions qui sont associées aux 17 objectifs. Moi, le 17e objectif qui a été rajouté après les 16 premiers, il me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il est en parfaite adéquation avec l'objet et la raison d'être de la Fondation Rennes. Je vous le lis pour le partage. Le 17e objectif promeut des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Ces partenariats sont nécessaires pour la réalisation des objectifs du développement durable au niveau mondial, régional, national et local. Au sein de la Fondation Rennes, on est vraiment sur ces différents territoires. Ils doivent être inclusifs, constructifs, sur des principes et des valeurs communes. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on réunit au sein de la Fondation entre le monde universitaire et le monde économique, et plaçant au cœur de leurs préoccupations les peuples et la planète. Et j'espère que c'est ce que l'on tente de répondre quand on traite des différents enjeux sociétaux. Donc, au-delà de ce 17e objectif qui est le cœur même de la Fondation Rennes, vous retrouvez dans ce livret toutes les actions qui sont associées aux 16 autres objectifs, et il n'en manque aucun. Voilà, c'est intéressant d'utiliser cette grille internationale, des fameux ODD, comme on dit maintenant, pour bien réussir à avoir une lisibilité dans l'action. Et ce que je rajouterais, en fait, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, on a créé vraiment l'innovation pour favoriser l'innovation. On a créé la Fondation pour favoriser l'innovation. On ne l'a pas fait pour les objectifs développement durable. Mais en fait, de faire ce bilan a posteriori, sans greenwashing, on est vraiment dans la réalité des faits et on voit qu'on a des valeurs partagées. Mais c'est grâce à vous tous, puisque toutes les actions ont été co-construites. Merci beaucoup, Sophie. Vous allez rester avec nous. Merci aux deux présidents. On va vous retrouver tout à l'heure pour la remise des prix de thèse notamment. Je vous propose de débuter une nouvelle séquence sur cette Assemblée générale. Nous allons nous intéresser à la relation qu'entretient la Fondation avec les étudiants et les jeunes docteurs. Vous allez voir, c'est un moment aussi de prendre la mesure d'action de solidarité. C'est un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises déjà depuis le début de cette soirée, et ce n'est évidemment pas un hasard, n'est-ce pas, Sophie? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans l'introduction, donc je vais peut-être être très rapide. J'avais prévu
de vous faire la synthèse des actions. Rassurez-vous, sans revenir dans les détails, mais vous retrouvez les actions phares qui existent depuis le démarrage, c'est-à-dire la valorisation de la recherche, le développement à l'international et des actions pour l'insertion professionnelle des étudiants. De fait de la crise sanitaire, on a rajouté une nouvelle action en 2020 qui s'est pérennisée en 2021. Ce sont les actions de solidarité. Je voudrais vraiment insister et remercier l'ensemble des entreprises qui se sont mobilisées. Vraiment, sincèrement, sans elles, on n'aurait pas pu aider autant nos étudiants. Il faut savoir que tous nos membres, toutes nos entreprises agroalimentaires ont répondu présent à notre appel, et c'est 12 tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées, qui représentent pour moitié l'ensemble des colis alimentaires qui ont été distribués par le Crous. On a vraiment souhaité jouer collectif aussi. On aurait pu cibler sur nos épiceries solidaires au sein de Rennes, mais on s'est dit non, cette mobilisation, la Fondation la facilite. Et effectivement, c'est aussi un outil précieux pour ces entreprises, cette porte d'entrée, ce côté facilitateur. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur le Crous, qui est une structure régionale, pour abonder et aider l'ensemble des étudiants bretons en précarité. Donc ces actions, on les a mis en place dès mars 2020. Elles sont toujours actives et il y a des dons qui sont hebdomadaires de nos membres. Et donc vraiment, oui, car il faut le rappeler, hein, les difficultés n'ont pas pour autant disparu avec la fin du confinement. Et d'inscrire dans la durée, là aussi, vos actions, c'est une marque de fabrique finalement. Oui. Il y a aussi plusieurs de nos membres qui ont souhaité cibler leurs dons sur des actions de solidarité. On a eu des dons aussi de produits d'hygiène, et puis une grande mobilisation de plusieurs d'entre vous pour débloquer des situations compliquées de stage pour nos jeunes. Et certains n'ont pas hésité à prendre des stagiaires en plus, et vraiment ça a été très très précieux. Au sein de la Fondation, vous l'avez compris, on peut être agile et réactif, et du coup on s'est rendu compte qu'effectivement le lien social était vraiment important et manquait pour les étudiants, et on a imaginé un dispositif qu'on a baptisé E-Cube, pour échange étudiants-entreprises. Le principe, c'était d'échanger sous la forme Ask Me Anything avec un dirigeant et un groupe d'étudiants, en général une promotion d'une 20aine d'étudiants. Donc on a expérimenté ce format, ça a remarquablement fonctionné. Alors c'était en distanciel, mais je pense que ça favorisait justement les échanges, et du coup les étudiants ont osé parler de leurs difficultés. Le fait que ce soit un dirigeant d'entreprise qui répondait, ça avait un impact bien supérieur, même si parfois c'était la même chose que les enseignants disaient, mais c'était différent, et ça valorisait aussi également beaucoup les étudiants, le fait qu'un dirigeant s'intéresse à leur situation. Et on a débloqué vraiment beaucoup de situations. Donc c'était une expérimentation, et ça a tellement bien marché qu'on va la poursuivre, on va l'intégrer dans notre action de parrainage. Ça va devenir un rendez-vous régulier. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que vous avez souhaité donner la parole aux étudiants et à la représentante des étudiants de Rennes. Je vais appeler à nos côtés Colline Estrade, qui est vice-présidente des étudiants de l'université de Rennes. Elle est en charge de la qualité de vie étudiante. Et puis on va appeler aussi Sullivan Desroux, qui est étudiant entrepreneur ici à l'université. J'invite Nathalie Detto-Bojo, qui est la directrice générale de Canon Research Centre France, à venir à nos côtés, ainsi que Vincent Benoît, le président d'AGA Bretagne. Merci de nous rejoindre, parce qu'effectivement, on va aussi parler de solidarité, ça vous l'avez compris. Et puis ensuite, on fera un petit focus sur l'insertion professionnelle et les parrainages, et c'est ce qui explique la présence à nos côtés de Nathalie et de Sullivan. Voilà. Alors, Colline, je me tourne vers vous, parce qu'effectivement, on vient d'entendre le dispositif qui a été mis en place par la Fondation Rennes. Ça tombait vraiment bien. Il y avait vraiment un besoin, une attente très très forte de la part des étudiants en cette période difficile qu'on a évoquée. Oui, tout à fait. Ça a été très compliqué en fait pour les étudiants cette dernière année, et la Fondation a été là pour les aider au mieux. Ils ont rencontré des difficultés tant financières que psychologiques ou sociales, et sur tous les points, on a pu trouver un appui en fait grâce à la Fondation. Notamment tout ce qui est épicerie solidaire qui commençait en plus en plein milieu de la crise Covid, et la Fondation a récolté énormément de dons
par des entreprises agroalimentaires, par plein d'entreprises, et notamment des dons financiers qui ont permis en fait d'aider les étudiants au mieux. Comment ils ont réagi, vos collègues, les étudiants, justement, à ce dialogue avec les entreprises? Certains ont peut-être été un peu surpris de voir comment les choses s'organisaient. Sophie nous disait que ça avait été très apprécié, le dialogue qui avait pu se créer. C'était plutôt le fait que ce soit apprécié plutôt que de la surprise, je pense. Ça a déclenché beaucoup de choses, puisqu'ensuite, après, ils ont pris des initiatives, en fait, pour aller demander, alors que ce n'est pas une chose qui leur paraissait évidente. Et je pense que ça a été très, très bien vu, et qu'ils ont vu qu'ils avaient, en fait, du soutien derrière eux. Et c'est quelque chose qui a été très important. C'est très important, et ça va durer, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que cet élan, il va se poursuivre visiblement pour les promotions à venir. Tout à fait. Vous l'aviez souhaité peut-être un petit peu, que ça soit pérennisé? Oui, tout à fait. Et puis on en a beaucoup discuté entre l'université, la fondation, les membres divers et variés. Et je pense que c'est un soutien qui est aujourd'hui indispensable parce que les étudiants sont dans des situations parfois de précarité extrême. Et même sans parler de précarité, on trouve des étudiants qui n'ont juste pas trouvé de stage, notamment cette année. Et ça a été un soutien énorme. Un soutien énorme. Merci Colline pour ce témoignage. À vos côtés, Vincent Béneux, qui va nous parler de la campagne. Bonjour, ça fonctionne. Qui va nous parler de la campagne AGA. Expliquez-nous ce que c'est que cette campagne que vous avez mis en place. AGA Bretagne, hein, des agents général d'assurance, c'est ça? C'est exactement ça. Notre campagne, ce qu'on a mis en place justement, c'est suite un peu au retour qu'on avait de certaines écoles, c'est qu'on a mis en place des liens avec les petites entreprises que nous sommes et les écoles pour trouver des stages. C'est ça, le problème des stages. Hein. Une relation aussi pour l'alternance. On a mis en place des partenariats avec des écoles supérieures, des universités pour être présents, pour aider les étudiants. Et nous avons contacté, donc Sophie a été très réactive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, la Fondation Rénin. Et on a fait un appel aux dons et on était très surpris de l'aide qu'on a eue, la réactivité, ça s'est fait en 15 jours je crois à peu près, c'était assez incroyable. C'était la première fois que vous travailliez ensemble de Oui, cette complètement, ça s'est passé, on s'est croisés sur un autre endroit, on a juste échangé, le lendemain on s'est appelé, 15 jours plus tard on avait tout était mis en place. Efficace? Très efficace. Très Vous efficace. avez assuré là. Hein. On assure toujours. Voilà, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez justement, Sophie, le remettre un petit peu en perspective? Cet exemple-là, il n'est pas isolé. Hein. C'est révélateur de l'état d'esprit avec lequel vous avez travaillé durant cette période. Enfin, vraiment, la mobilisation des entreprises, c'était vraiment exceptionnel, hein, effectivement. Et on sent que ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, on continue à avoir des appels entrants en nous disant comment on peut vous aider. Donc là, on vient de recevoir d'un laboratoire pharmaceutique des produits d'hygiène. On a une grande campagne qui se met en place pour des ordinateurs portables avec une enseigne boulanger, pour ne pas la citer, mais qui ont une fondation et qui... voilà, donc on va passer par les associations étudiantes pour les mobiliser aussi et pour recycler des ordinateurs qui seront redistribués aux étudiants qui ne sont pas équipés numériquement, ce qui était aussi un des problèmes au démarrage. Alors, on va aussi parler de l'exemple, je le disais, sur l'insertion professionnelle, les parrainages, avec un projet qui s'appelle Cisport et qui est représenté, porté par Sullivan Desroux. Sullivan, vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Vous êtes venu avec votre marraine, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez dans l'intimité. C'est ça. De mon côté, je suis Sullivan Desroux. Bonjour à tous. Je suis actuellement accompagné par le dispositif Pépite Bretagne et qui est totalement en lien avec la Fondation Rénin. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de créer une entreprise qui se spécialise dans l'accompagnement du numérique avec les associations sportives. Et comme vous pouvez le constater, avec la fermeture de certains clubs, ça n'a pas été toujours simple au niveau des associations. Et donc là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole par rapport à mon projet personnel. Je préfère prendre la casquette du niveau des étudiants. Donc je me mets un peu garant par rapport aux étudiants. Pour moi, la Fondation Rénin, ça nous permet justement de créer un dispositif gagnant-gagnant et de transférer des compétences
sur le marketing, le juridique, la technologie. Et tout ça, grâce à l'accompagnement de la Fondation REN1, on arrive à acquérir des compétences qui sont sûres et certaines ancrées en nous pour pouvoir développer des compétences dans le monde économique qui nous attend demain. Et donc, je tiens également à remercier ma marraine qui se trouve juste à côté de moi, et je suis fier du parrainage et du marrainage qui a été établi entre nos deux personnes. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma marraine. Formidable, j'ai plus rien à faire. Voilà. Merci beaucoup, Sullivan. Vous êtes, je le rappelle, étudiant, entrepreneur. Et oui, vous avez ces deux casquettes-là et c'est tout à fait passionnant de pouvoir... Tout à fait. Et c'est même une sécurité par rapport à ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas tellement... Quand on est jeune, on n'a pas forcément l'ambition de créer une entreprise. Il nous faut quand même des sécurités au niveau de la création. Ça peut être parfois difficile et on a beaucoup de questions à se poser vu qu'on n'est pas forcément du monde économique comme la plupart d'entre vous. Donc la fondation, c'est gage de sécurité et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Nous avons rencontré un étudiant entrepreneur heureux et confiant. Merci à vous, Sullivan. Alors effectivement, Merci. On va passer la parole à votre marraine Nathalie de Tobojo. Je le disais, vous êtes la directrice générale de Canon Research Centre France. Et comment s'est fait la rencontre? Comment vous êtes-vous investi dans ce projet? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, je suis bien Nathalie de Tobojo, donc, directrice générale du Centre de recherche Canon. Donc, les rencontres Parlez tout près, comme ça on ne va pas vous entendre. Les rencontres se sont faites malheureusement de manière dématérialisée, donc en vidéoconférence, étant donné la conjoncture. Donc, je le regrette un peu, mais finalement, on a réussi à beaucoup discuter. Ça a été un échange très enrichissant. C'est la première fois que je suis marraine, je ne l'avais jamais été et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Je n'avais pas affaire finalement à un étudiant, j'avais affaire à un entrepreneur. Et ça pour moi, je voulais aussi le dire. Il vous a bluffé un petit peu. Oui, hein. oui, tout à fait. En fait, il avait un projet, donc il travaille dessus depuis de longue date. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et il s'est toujours remis en cause et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Donc, là, en ce moment, on met aussi en avant les étudiants et je pense que c'est important. Moi, j'ai finalement pas fait grand-chose. Je l'ai écouté. On a beaucoup discuté. Il s'est réorienté. Il y a eu du challenge, il y a eu de voilà. l'échange, hein, c'est ça. Voilà, on n'a pas. Complicité. C'est ça. Ça s'est très très bien passé et finalement. Vous signez pour l'année prochaine, oui, pourquoi Nathalie. pas. Oui, parce que ça semble effectivement vous avoir été du gagnant-gagnant, comme on dit. Hein, c'est ça, aventure. exactement. Et je trouve que en tant que professionnel, on a aussi un devoir de transmission. Et c'est aussi l'occasion, dans le cadre de cette fondation, justement, de transmettre. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ces quelques semaines. Et je trouve que c'est effectivement gagnant-gagnant. Et j'espère que maintenant, il va voler de ses propres ailes. En tout cas, je suis certain que vous serez très attentive à l'évolution de ce projet et à sa traduction en entreprise et en aventure économique durable. Bravo à tous les quatre. Merci pour vos témoignages. Je crois qu'on peut vous applaudir. Hein. On est en direct et en présentiel. Voilà. Je vous invite à regagner vos places. Sophie, on arrive à un moment important. Tous les moments sont importants dans l'Assemblée générale de la Fondation REN1, mais celui-là, il est toujours attendu. C'est, vous le savez, la remise des prix de thèse. Et là, on va rappeler les présidents, David Alice et Jean-Marc Gandon, qui vont remettre les prix. Et on va pouvoir vraiment découvrir les prix de thèse. Alors, vous avez très bien organisé ça, comme toujours, Sophie, classé par grande thématique. C'est ça, on a 4 domaines à l'université de Rennes, donc ils vont être appelés... voilà, attendez, il y a une animation là, ça ne devrait pas sauter, bref. On va appeler les 2 premiers pour le domaine de recherche sciences de la matière. C'est Lucie Percevaux et Lucas Garnier voilà. qui sont et je avec profite, nous. pendant qu'ils descendent, en fait, je profite pour vous dire que on dévoile également ce soir le livret de présentation de l'ensemble des thèses soutenues en 2020 à l'université de Rennes 1. Donc elles sont au nombre de 212. Ce fascicule, il a vraiment été fait pour vous, les entreprises. Vous y retrouverez un résumé compréhensible par tous et les coordonnées de chaque docteur et les coordonnées de son directeur de thèse. Donc ça vous permet de
sélective parce que tous les directeurs de thèse n'ont pas quelqu'un qui est diplômé tous les ans, mais ça vous permet de montrer des thématiques concrètes de thèse et donc d'avoir une vision des travaux de recherche qui sont faits au sein de nos laboratoires. Voilà, ce petit document, il est toujours effectivement très utile et intéressant à garder à portée de main. Alors on commence par un premier domaine de recherche, le domaine sciences de la matière. Et c'est effectivement Lucie Percevaux et Lucas Garnier qui vont recevoir ces prix. On va leur demander, ça va être la règle, hein, il y a 9 lauréats. Chacun va avoir 1 minute pour présenter son sujet. C'est une gageure, hein, vous êtes prévenus, mais vous savez faire ça très très bien. Et puis évidemment, les présidents vous remettront votre prix. Alors on commence par... on va revenir par Lucie, ben voilà. Ah, ça s'emballe, voilà, c'est Lucie Percevaux, je vous en prie, présentez-vous. On a à l'écran quelques indications, je vous en prie. Donc, je suis Lucie Percevaux, j'ai passé ma thèse en décembre dernier et le sujet portait sur l'étude et le développement de solvants eutectiques profonds pour l'extraction de métabolites d'algues à visée cosmétique. Donc, dans un premier temps, la thèse portait sur la caractérisation et la préparation de solvants innovants, donc qui sont les solvants eutectiques profonds, qui ont la particularité d'être préparés à base de molécules d'origine naturelle et d'avoir un fort pouvoir solvatant et extractant, ce qui va être particulièrement intéressant pour l'extraction de métabolites de végétaux. Dans notre cas, on a choisi d'extraire les métabolites d'algues, notamment des polyphénols ou des caroténoïdes, pour leurs propriétés antioxydantes notamment, et qui sont particulièrement intéressantes en cosmétique. Et donc ensuite, ces extraits seront incorporés dans des formulations cosmétiques pour être vendus. Donc des cosmétiques davantage bio, qui respectent la nature et qui sont avec des propriétés aussi tout à fait innovantes et bons pour la santé humaine. C'est ça, tout à fait. Voilà, alors là, je dis rapidement, mais j'imagine que c'est évidemment beaucoup plus complexe. On va vous remettre, et c'est David Alice, le président de l'Université Raymond, qui va vous remettre votre trophée. Bravo à vous. Le deuxième prix, c'est Lucas Garnier qui l'a remporté. Alors là, on va dans le domaine de la lumière, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Lucas Garnier. J'ai réalisé ma thèse sur des sondes de lumière résonante intégrées sur puce au sein de l'IPR en collaboration avec l'IETR, sous la direction de Bruno Bech et Véronique Vier qui sont ici et que je tiens à remercier. Les sondes que nous avons utilisées le principe selon lequel elle fonctionne est une recirculation de la lumière sur elle-même dans des boucles intégrées sur puce d'une taille micrométrique de l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'un cheveu, voire plus petit. Et ces sondes sont utilisées pour suivre des processus physico-chimiques, notamment des transitions de phase ou des mesures de vitesse de sédimentation ou de crémage, et qui peuvent avoir des applications industriels à la fois dans le domaine de l'agroalimentaire, de la cosmétique ou de la pharmacologie. Ces travaux qui font avancer la science en quelque sorte. Exactement. Donc voilà, au cours de cette thèse, on a déposé des brevets, ce qui nous a valu de poursuivre aujourd'hui les travaux qui ont été entamés au sein d'un programme de maturation en collaboration avec la Southwest Valorisation. Il y aura des applications industrielles, il y aura des débouchés sur la recherche que a vous faites. A priori, oui, c'est l'objectif en tout cas. Et c'est ça aussi que vous allez peut-être suivre dans la suite de votre parcours? C'est ça. On verra où ça mènera. Alors vous avez un intitulé, moi, qui m'interpelle un peu. Vous parlez de matière molle. C'est quoi la matière molle pour un néophyte? Alors, c'est un état de la matière, en quelque sorte. C'est un état composite de la matière qui est... on connaît tous des exemples de matière molle. Ça peut être la mousse, les suspensions colloïdales ou toutes sortes de choses, qui n'est pas vraiment ni liquide ni solide, mais qui... C'est ces états intermédiaires qui sont complexes. Exactement. Merci beaucoup, c'était effectivement passionnant de vous écouter. On va vous remettre, c'est Jean-Marc Gandon, le président de la Fondation Rénin, qui vous remet votre trophée. Bravo à vous, Lucas. On va passer à un deuxième domaine de recherche. Non, on est toujours sur... Voilà, ça s'emballe, cette présentation. Donc c'est pas comme Tomieto pour le prix du professeur Pierre Gineste,
C'est un legs qu'a reçu l'Université de Rennes et qui est géré aujourd'hui par la Fondation Rennes. Donc c'est également un prix autour de travaux en chimie. Et Pacôme est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Oui. Donc moi c'est Pacôme Tomietto et j'ai effectué ma thèse à l'Institut d'études chimiques de Rennes avec le docteur Jean-Luc Audic, Patrick Loulergue et Lydie Pogam ici présent. Alors d'abord, avant de détailler mon sujet de thèse, c'était un réel plaisir de travailler avec eux et je veux leur dire qu'on remet ça quand on veut, quand vous voulez. Voilà, c'est aussi des affaires humaines, hein, ces travaux. Énormément, oui. Oui. Ça dure longtemps, mais c'est intense. Oui, dans les relations. Quand on est bien encadré, on apprécie ça encore plus. Donc oui, alors il y a mon titre du sujet de thèse ici, alors je ne vais pas détailler trop là-dedans, mais globalement, pour vous faire une idée, mon but c'était de valoriser un polymère biosourcé et biodégradable, donc qui s'oppose à la plupart des polymères qui sont issus de ressources fossiles et qui en plus à la fin, une fois dans l'environnement, sont persistants. Et vous agissez en faveur de l'environnement, voilà, des transitions et du monde d'après. Exactement, ça s'inscrit dans une logique de développement durable. Et alors moi j'ai travaillé avec une famille de polymères bien particuliers qui est les polyhydroxyalcanoates. Je ne vous demanderai pas de le répéter, et je ne le ferai pas non plus, rassurez-vous. On peut les appeler PHA, mais c'est des polymères bactériens, c'est-à-dire qui sont produits par des bactéries en gros. On cultive des bactéries, à nous produisent le polymère, on l'utilise derrière. Et mon but c'est de passer du polymère brut, c'est-à-dire ça se présente sous forme de granulés jaunes de quelques centimètres, et de transformer ça en une membrane de filtration qui va nous permettre de traiter de l'eau. Ça marche. Et ça marche, on a obtenu des membranes de microfiltration qui permettent de rejeter des bactéries de l'eau, des particules de l'ordre du micromètre. Et c'est le genre de procédé qui est utilisé dans des industries de traitement de l'eau, dans les industries qui veulent traiter leurs effluents, agroalimentaires et pharmaceutiques également. Pacôme Tomietto, merci beaucoup pour cet exposé qui donne envie d'en savoir davantage. C'est Jean-Marc Gandon qui va vous remettre votre prix, le prix du professeur Pierre Gineste. Vous avez droit à une médaille, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. On change à nouveau de domaine, on va s'intéresser aux sciences du vivant. Deux prix, Nathalie Simon et, ça a été trop vite, Marie Cuvelier vont nous rejoindre. Merci et bravo à vous. Marie Cuvelier, vous avez eu le premier prix et on va vous donner un micro. Voilà, pour que vous puissiez nous parler de votre thèse. Là, on est dans le champ du social, du vivant. Pas du tout. Des modèles hépatiques complexes par bioimpression 3D. Où avais-je la tête ? Oui, donc là, plutôt dans le sciences de la biologie. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, de recevoir ce prix qui récompense mon travail sur la mise au point et le développement de modèles 3D hépatiques complexes. Donc, c'est un travail de thèse que j'ai réalisé sous la direction du docteur Georges Baffé, dans l'équipe dynamique du micro-environnement et cancer à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail. Et donc c'est une thèse dont le début en fait a été marqué par l'acquisition par la plateforme Biocide d'une bioimprimante 3D. Et mon travail de thèse a constitué à développer les protocoles de bioimpression, donc d'utilisation de cette bioimprimante 3D, de l'utilisation de l'encre qui sert à imprimer en fait des modèles de l'ordre du centimètre qui sont constitués d'un hydrogel et de cellules qui sont encapsulées à l'intérieur de ce modèle. Dans mon cas, il s'agit de cellules hépatiques. Et on a réussi comme ça à recréer des modèles assez complexes avec des co-cultures, c'est-à-dire différents types de cellules hépatiques avec une architecture très contrôlée qui vont nous permettre d'étudier des phénomènes physiologiques du foie. On a aussi valorisé la technique de bioimpression 3D en recréant des néovascularisations, une vascularisation à l'intérieur du modèle, ce qui a été très important pour la réimplantation de ces modèles 3D dans des modèles de souris. Et ce qui me tient à cœur, c'est qu'on a en fait, à la suite de ma thèse, transféré la bioimprimante et les technologies qui en découlent à une plateforme bioimpression 3D et microfluidique sur Biocide, et où cette technologie sera à la disposition des chercheurs ou éventuellement de partenaires privés. Ce n'est que le début de l'aventure, vous écoutez. Voilà, il y a énormément d'applications possibles. Voilà. Dans le champ de la santé humaine, vous parlez des souris, mais demain, on peut penser... aux humains éventuellement, voilà. Donc c'est potentiellement, il y a beaucoup de challenges à relever. Très bien, écoutez, voilà. Félicitations pour ce premier prix qui va vous être remis. C'est David Alice qui vous remet votre trophée. Bravo à vous.
Et Nathalie Simon, vous avez eu le deuxième prix dans le domaine. Alors, je vais vous laisser l'expliquer parce que je ne prends plus de risques à ce stade de l'émission. Bonjour, merci. D'abord, je suis très heureuse de recevoir ce prix de thèse. Donc, j'ai réalisé ma thèse à Géosciences Rennes sous l'encadrement du professeur Olivier Bourg. Je voulais d'ailleurs le remercier, il est présent aujourd'hui, et de m'avoir accompagné dans cette aventure incroyable qu'est la thèse. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec un chercheur brillant et qui est vraiment un exemple pour moi. Donc, je le remercie du fond du cœur. Donc moi j'ai travaillé sur la caractérisation des écoulements souterrains, donc avec en tête d'essayer de caractériser les échanges d'eau qui existent entre les nappes souterraines et les rivières. Les fameuses masses d'eau dont on parle souvent, l'état de la nappe phréatique, tout ça. Exactement, les nappes phréatiques dont on va bientôt entendre parler avec les sécheresses qui arrivent probablement. Et donc en fait nous on a développé une méthode basée sur l'utilisation de la fibre optique. Donc avec la fibre optique, on peut avoir Internet chez nous, mais on peut aussi mesurer la température de manière distribuée. Donc tous les 10-15 cm, on peut avoir une mesure de température. Donc l'idée, c'était d'installer ces câbles de fibre optique dans la rivière et de les chauffer. Parce que ces câbles, ils ont une armature métallique, donc on va injecter de l'électricité, les chauffer et regarder comment la température évolue. Et en fonction de l'intensité du flux, de l'écoulement, on va pouvoir interpréter l'élévation de température et quantifier les écoulements souterrains. Alors ça intéresse évidemment des tas de gens, des industriels, des collectivités peut-être aussi, des services publics. Oui, tout ce qui est agence de l'eau, bien sûr, toutes les collectivités. Et en plus, du coup, alors au-delà de ces applications nappe-rivière, ça peut être appliqué dans plein de domaines pour caractériser les écoulements souterrains. Donc on a des applications en géothermie, aussi pour la surveillance de barrages, de digues, etc., pour surveiller les fuites sur les ouvrages hydrauliques. Donc voilà. Et on sent que l'époque, malheureusement, va peut-être nous rendre encore plus nécessaire ce type d'innovation pour, à l'avenir, capter tous les dérèglements à venir. C'est ça aussi? Oui, c'est ça. Surveiller comment les systèmes évoluent dans le temps. Et voilà, en effet, on devrait en avoir besoin dans les années à venir. Eh bien, bravo pour cette innovation et pour ce travail de thèse, Nathalie Simon. Merci. On va vous remettre votre trophée. Jean-Marc Gandon s'en charge à l'instant. Bravo à vous. Alors voilà, cette fois le domaine de recherche sciences de l'homme et des sociétés. Et Arnaud Bigouin, gagne le premier prix, celle-là était facile, ainsi qu'Ilham Lagrine, qui nous rejoignent tous les deux. Merci d'être avec nous. Arnaud et Ilham. Alors, on commence avec vous, vous avez le micro. Arnaud? Oui, alors donc moi mon sujet de thèse pose sur l'influence de la symétrie sur l'attention visuelle, les évaluations et l'intention d'achat. Non, ne touchez pas, mais parlez tout près du micro. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Mon sujet de thèse porte sur l'influence de la symétrie sur l'attention visuelle, les évaluations et l'intention d'achat appliquées au packaging. Dans le cadre de ma thèse, nous avons donc analysé l'attention visuelle au moyen d'un outil objectif de mesure de l'attention, qui est l'eye tracking. Nous avons ensuite évalué différents éléments chez les consommateurs au moyen d'un questionnaire, à savoir la perception de symétrie, la perception de complexité visuelle, la fluency, qui peut se traduire par la capacité des individus à comprendre facilement un stimuli visuel et à l'intégrer cognitivement. Nous avons également travaillé sur l'évaluation esthétique. Et nous avons donc également évalué les intentions d'achat des consommateurs et nous avons fait tout ça via un modèle conceptuel de travail. Si je vous comprends bien, vous avez regardé de la manière dont finalement le packaging, les dessins, la manière dont sont organisées les images que l'on montre sur un produit influencent notre capacité de dire c'est celui-là que je vais prendre plutôt que l'autre? Tout à fait. En fait, ce que l'on a comparé des packagings symétriques et des packagings asymétriques. Symétrique, ça veut dire quoi exactement? Symétrique, ce qui veut dire qu'en fait, on a disposé les unités d'information, c'est-à-dire les éléments textuels et picturaux, dans un cas de manière symétrique et dans un autre cas de manière asymétrique. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait des effets... Ça passe mieux quand c'est bien rangé ou... Ça passe mieux quand c'est bien rangé. Effectivement, les résultats de ma thèse démontrent que les packagings symétriques chez les consommateurs sont préférés par rapport au packaging asymétrique. C'était contre-intuitif ou pas? Non, c'était plutôt assez intuitif parce qu'il y a beaucoup de recherches en psychologie et en neurosciences qui démontrent que la symétrie est détectée de manière intuitive et préattentionnelle chez les individus et ça a un caractère phylogénétique chez les animaux et aussi chez l'homme et donc c'était plutôt intuitif. Et on pourrait penser pourtant que la créativité, l'innovation c'est un petit peu foisonnant et là non, vous nous dites qu'il faut que ça soit rigoureux quand même.
faut que ce soit relativement rigoureux. Pas trop, mais relativement quand même. Voilà, et donc, vos travaux vont intéresser des professionnels du marketing, du packaging. Effectivement, les industriels du packaging, les agences de création de packaging, les agences de communication en général peuvent être intéressés par mes travaux de recherche. Voilà, qui viendront valider en quelque sorte, de manière scientifique et prouvée, des choses qu'on se disait peut-être que c'est comme ça. Allez, on va prendre plutôt le dessin de gauche que celui de droite. Là, maintenant, dans les briefs, on saura exactement que choisir. Tout à fait, les creative briefs seront plus clairs. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce premier prix. On va vous le remettre tout de suite. Mais je vois que David Alice est déjà en train de le saisir. Et l'on accueille Ilham Lagrine. Ah, on va parler finance avec vous, c'est ça? Pardon? On va parler finance un petit peu avec vous? Macro international, finance macro. Allez-y, voilà. Expliquez-nous. Bonjour tout le monde, je suis Ilham Lagrine, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie la Fondation Rennes 1 et SMSN pour le prix. Mon sujet de thèse est en fait en relation avec la gestion des flux de capitaux internationaux, notamment dans les pays émergents. J'ai commencé mon travail de recherche doctorale à la Banque centrale du Maroc, où j'ai pu constater que c'est un sujet qui est toujours intéressant, vu que les décideurs en matière de politique publique sont relativement réticents, ils ont peur de flexibiliser, libéraliser le compte capital. Et donc, au lieu de focaliser sur la peur, j'aimerais bien, et à travers ce travail de recherche, contribuer aux articles de recherche qui montrent en effet que la libéralisation n'est pas forcément accompagnée par des turbulences financières, des crises financières, s'il est bien géré à travers des politiques optimales de contrôle de capitaux ou des politiques macro-prudentielles. Voilà. Je tiens à remercier aussi mon directeur de thèse qui est en retard. Son train a pris 50 minutes de retard, mais il était à l'heure le jour de la soutenance. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, votre activité Aujourd'hui, je travaille en tant qu'adjointe au chef de bureau d'analyse conjoncturelle à la Direction générale de Trésor à Bercy. À Bercy. Oui. Voilà, donc vos travaux sont directement utilisés. Aujourd'hui, je travaille pour la France. Par le passé, je travaille pour le Maroc. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler pour la politique publique. Voilà, c'est ça le fil conducteur de vos travaux. Bravo à vous. Jean-Marc Gandon vous remet votre prix. Merci. Voilà, on arrive à la dernière séquence, dernier domaine de recherche, Math STIC. 2 prix, Michele Del Maestro et Rebecca Fribourg. On va commencer par Michele parce qu'il est avec nous et on verra Rebecca Fribourg en vidéo et c'est son directeur de thèse qui viendra recevoir le trophée. Bonjour et bienvenue. On vous donne le micro, c'est beaucoup mieux pour vous entendre. Michele, qui va aller nous parler de votre projet, de votre thèse. Ce n'était pas un projet, c'est une thèse. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michele Del Mastro et j'ai soutenu ma thèse de doctorat à Rennes. L'unité de recherche, c'est l'Institut d'électronique et technologie du numérique de Rennes. Et la thèse elle a été faite dans le cadre d'un confiancement entre la DGA, la Direction générale de l'armement, et la région Bretagne. Du coup, ma thèse a concerné le développement des solutions d'antennes qui sont adaptées pour la nouvelle génération de communications par satellite. Et il s'agit des antennes multifaisceaux qui sont capables de poursuivre les satellites placés orbitant dans l'orbite basse de la Terre et qui sont normalement de nanosatellites et sont déployés en constellation de plusieurs satellites. Du coup, à travers un système hybride électromécanique, on est capable de dépointer le faisceau principal de l'antenne dans la direction souhaitée. Et on a fait des activités de prototypage et des mesures de l'antenne et de conception, bien sûr. Et on a publié des résultats qui sont très, très intéressants. Ouais, j'allais vous demander, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne et on doit toujours travailler pour améliorer parce que le système d'antenne est compétitif sur le marché futur des communications par satellite, en fait. Et oui, mais ça marche au niveau académique. Vous avez des contacts avec des sociétés de satellites, de déploiement Oui, on a collaboré avec Thales 6GTS, avec la Direction générale de l'armement et à travers l'Université du Michigan.
on a développé des systèmes de polariseurs qui sont de fort intérêt pour l'industrie. Vous n'avez pas le contact d'Elon Musk parce qu'il a un grand projet de satellite, là vous avez vu ça aussi comme moi. Donc ça sera peut-être un contact avec votre prix de thèse de la Fondation Rénin. Je suis sûr que ça va bien vous aider. Bravo à vous en tout cas. Merci pour cette explication. Merci. Et on vous remet votre prix. Alors, je vous le disais, Rebecca Fribourg, qui obtient le premier prix dans ce domaine de recherche mathématique, ne peut pas être avec nous, mais elle a enregistré un message à notre intention. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, je suis Rebecca Fribourg et j'ai soutenu en novembre 2020 ma thèse de doctorat en informatique à l'Université Rennes en effectuant mes travaux au sein des équipes hybrides et mimétiques des laboratoires INRIA et ERISA sous la direction d'Anatole Lécuyer, Ferran Argelaguet et Ludovic Oyer. Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le domaine de la réalité virtuelle et plus précisément des avatars. Le terme avatar fait ici référence à la représentation des utilisateurs dans un monde virtuel, dans le cas où ils sont immergés avec un visiocasque sur la tête et ne peuvent par conséquent plus voir leur vrai corps. Ces avatars sont devenus une exigence majeure dans les applications de réalité virtuelle immersive, comme le divertissement, la formation ou les thérapies médicales. Dans ces applications, il est crucial que les utilisateurs acceptent leur avatar et ne fassent plus qu'un avec ce dernier, afin de vivre une expérience réellement immersive et efficace. Dans mes travaux de recherche, j'ai essayé d'améliorer la compréhension des processus qui définissent la façon dont les utilisateurs perçoivent et interagissent à travers leur avatar, afin d'être capables à l'avenir de concevoir des avatars qui permettent des expériences virtuelles fortes et réalistes. Dans ce contexte, les défis consistent à développer des nouvelles approches permettant à la fois de prendre en compte l'aspect technologique, interaction machine, capture de mouvement, animation, et cognitif, psychologie, perception, pour permettre à l'utilisateur de pleinement exploiter les nouvelles possibilités proposées par les avatars en réalité virtuelle. C'est donc un contexte très pluridisciplinaire et c'est notamment un aspect que j'apprécie particulièrement. Plus concrètement, j'ai pendant ma thèse développé plusieurs configurations techniques d'avatars, conçu des méthodes expérimentales innovantes et mené des études utilisateurs qui m'ont permis de tester l'influence de plusieurs facteurs sur le sentiment d'incarnation des utilisateurs envers leur avatar. Les retombées de mes travaux de recherche sont de mieux comprendre quelles sont les caractéristiques techniques d'un avatar qui contribuent à la bonne utilisation de ce dernier dans un contexte donné. Par exemple, une de mes études a permis de montrer que l'apparence de l'avatar, réaliste ou non, ressemblant à l'utilisateur ou pas, avait moins d'importance pour l'utilisateur que d'avoir un bon contrôle sur l'avatar fidèle à ses propres mouvements. Ces résultats permettent entre autres aux designers d'avatars dans des domaines variés de savoir quels aspects techniques sont à privilégier et dans quelles caractéristiques d'avatar les budgets devraient être alloués plutôt que d'autres. Ces travaux n'auraient pas été possibles sans le cadre de travail idéal qui m'a été offert pendant ces 3 années de thèse. C'est pourquoi je souhaite remercier l'école doctorale Mathstic, les laboratoires INRIA et ERISA, l'Université Rennes et la région Bretagne, sans qui cette thèse n'aurait pas pu avoir lieu. Je suis très honorée de recevoir cette année le premier prix de thèse de la Fondation Rennes dans les domaines des sciences et technologies de l'information. Et j'aimerais exprimer mes sincères remerciements à la Fondation Rennes ainsi que ses mécènes. Et enfin, je souhaite remercier mes encadrants de thèse, Anatole, Ferran et Ludovic, et toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer et que j'ai côtoyées au laboratoire et ailleurs. Merci pour tout. Voilà le témoignage et la mise en récit de ce travail de thèse par Rebecca Fribourg. Vous savez tout maintenant sur les avatars. Anatole Lécuyer, on a entendu votre nom salué par Rebecca. C'est vous qui allez, en tant que directeur de thèse, recueillir son trophée. Un mot, bah oui, dites un mot, bien sûr, rapprochez-vous. Oui, alors Rebecca aurait vraiment aimé être là aujourd'hui, mais elle est en train de terminer son postdoc à Dublin, en Irlande. Et après, en plus, elle a la chance d'avoir déjà un poste de maître de conférence qu'elle a réussi à obtenir cette année. Donc elle va enchaîner tout de suite avec un poste de maître de conf à l'école centrale de Nantes. Donc c'était vraiment une thèse brillante. Elle se rapproche, donc on pourra peut-être la revoir à Rennes. Nous, on espère bien qu'on va continuer à travailler avec elle, en tout cas, parce qu'elle a fait un super travail. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Elle en parle bien, en tout cas, c'est bien, c'est limpide. Bien, comme toujours. Et donc nous, on était vraiment ravis. À titre personnel et pour notre équipe, on est très fiers et très honorés parce que c'est la 2e année consécutive qu'on récupère le premier prix de la thèse de la Fondation Rennes. Pourtant, on peut, enfin bon, je peux pas le dire ici, mais enfin, je vous expliquerai comment faire pour gagner ce prix thèse l'année prochaine. Vous avez
On essaiera de faire la passe rendez-vous de l'année 3, prochaine. Hein. Voilà, l'année C'est prochaine, ça. parce qu'on a des super thésards cette année aussi. Le jury noté. est Vous avez fait complètement... un bon teasing. Merci beaucoup. On vous remet le prix que vous ne manquerez pas de remettre à Rebecca Fribourg. Vous la reverrez. Merci Anatole. Mais je veux juste noter que le jury est complètement impartial. Il est composé pour moitié d'académiques et pour moitié de représentants de l'entreprise. Voilà. Et il change chaque année, donc aucune chance. Un jury incorruptible, mais c'est seulement le talent qui est récompensé. On sait que vous en avez. Merci à vous. Troisième séquence de cette assemblée générale. Je vous propose à présent de faire un lien entre la fondation, la recherche et l'innovation. Hein. C'est des mots qui ont déjà été largement utilisés. Et ce terme de chaire, on a envie de vous demander, Sophie, finalement, à quoi il correspond, parce que vous nous avez annoncé qu'il y en avait de plus en plus aujourd'hui. On va faire un petit focus, un petit arrêt sur image sur les chaires. Tout à fait. Donc effectivement, alors, vous êtes bien d'accord, c'est impossible de parler de toutes les actions. Et on fait des choix chaque année. On fait des choix, voilà. Choisir, c'est renoncer, et je ne vais pas présenter toutes les chaires non plus. Donc voilà, je m'en excuse et j'en suis entièrement responsable. Mais voilà, il faut choisir. Donc qu'est-ce que c'est qu'une chaire? Effectivement, c'est un dispositif qu'on a mis en place, vous l'avez vu, dans les dates clés en 2012 et qu'on a construit à notre image, qu'on a co-construit entre les universitaires et les académiques. L'idée, c'est vraiment de répondre à une problématique ensemble. Et voilà, on est vraiment dans cet esprit-là, et répondre à des problématiques et surtout trouver des solutions. On est sur du pratico-pratique entre des expertises qui existent dans les laboratoires et des problématiques, des enjeux sociétaux ou environnementaux partagés. Et donc on y répond grâce à ces chaires. Donc les thématiques sont définies et choisies au sein du conseil de gestion de la fondation, qui est l'organe de décision. Et ensuite, on va chercher les expertises où elles se trouvent dans les laboratoires. Ces chaires ne voient le jour que lorsque l'on a trouvé les partenaires, qui sont les mécènes et qui les financent. Et on part sur des projets pour 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, on fait un point. Ces chaires n'ont pas vocation à être éternelles. On fait un bilan et en fonction des envies de tous, on voit si on poursuit ou pas. Donc sur cette diapositive, je vous présente les 5 chaires qui sont actuellement en cours. On a la chaire Vivre ensemble. La 10e chaire, c'était la chaire Eau et territoire. On a une chaire autour des données massives en santé. Une chaire, les 2 chaires qui sont en bas de la diapositive, aliments et bien manger et droit des activités économiques, elles ont un historique un peu particulier parce qu'on les a lancées pendant le premier confinement. Donc Jean-Marc Ganton, tout à l'heure, l'a signalé, on a eu des frayeurs en 2020, on s'est dit on va perdre tous nos mécènes, ils ont d'autres préoccupations que le soutien à la fondation, et non. Et effectivement, quand on parle aliments et bien manger, quand on voit les thématiques qui sont abordées, qui sont à la fois autour de la santé, du numérique et de la médiation, on voit qu'effectivement c'est crucial, et c'est 8 entreprises et une collectivité qui soutiennent ces travaux. Et pareil pour la chaire droit des activités économiques, où on repense la relation de travail en entreprise en imaginant les nouvelles formes de collaboration. Effectivement, c'est un enjeu pour les entreprises et elles n'ont pas voulu abandonner ces projets malgré les difficultés que certaines peuvent rencontrer. Alors vous avez souhaité faire un petit coup de projecteur, donner un coup de projecteur sur 2 initiatives, 2 nouvelles chaires. Hein, Tout à fait. Et effectivement, on va parler de la chaire rénovation énergétique des bâtiments qui fait partie des 2 dernières chaires. Effectivement, le mois dernier, au mois de juin 2021, on a lancé 2 nouvelles chaires. Une chaire mobilité dans une ville durable, qui est une prolongation d'une première version, étendue en termes de thématiques. Oui, ça je ne l'ai pas dit, elles sont par définition pluridisciplinaires. Je pense que c'est effectivement une grande chance qu'on a au sein de l'Université de Rennes de pouvoir allier plusieurs disciplines. Et donc cette chaire mobilité dans une ville durable allie des expertises autour de la donnée et aussi autour de l'économie et du transport. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui 2 titulaires et 5 belles entreprises qui la soutiennent. Et puis on va parler concrètement avec Florence Collet de la chaire rénovation énergétique des bâtiments, qui est la 15e et la dernière que l'on a lancée. Je n'oublie
pas qu'en 2020, on a clôturé 4 chaires. Je vous dis, c'est un dispositif qui est vivant. Voilà. Et donc, vous retrouverez les bilans passionnants avec toutes les publications de ces 4 chaires clôturées, qui étaient la chaire Cancer et Innovation, la chaire, je reprends mes notes, pardon, Cooper Standard, Nouveaux défis de la banque, responsabilité sociétale, efficience et risque, et la chaire RSE, Innovation et transformation numérique. Donc voilà, avec des titulaires passionnants. Le bilan est très très positif et ces bilans sont en ligne sur le site internet de la Fondation Rennes 1. Mais effectivement, je vais arrêter de parler et plutôt on va laisser accueillir Florence. Florence et Prune passe à main. Ouais, excuse-moi, j'ai juste oublié un truc. C'est-à-dire que voilà, c'est vivant et on en a toujours en préparation, toujours dans les 3 grands axes stratégiques de l'Université de Rennes 1, que sont le numérique, le développement durable et la santé, avec un axe transverse autour de la société responsable. Et donc actuellement, on est plus ou moins avancé sur ces différentes chaires qui sont présentées sur cette diapositive, autour des matériaux et de l'énergie, de la biodiversité et du changement climatique, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, la santé, environnement et exposome, et puis une chaire internationale du droit notarial. Donc on y travaille, elles ne verront le jour que lorsque l'on aura les partenaires. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Et donc place aux témoignages. 2 témoignages effectivement là. Le premier avec Florence Collet qui est déjà avec nous pour la chaire rénovation énergétique des bâtiments. Et puis j'invite également Prune Passama, la directrice du fonds de dotation Roulier, qui va nous parler du projet de chaire biodiversité et changement climatique. Venez toutes les deux, je vous en prie, prenez place pour que l'on puisse bien vous voir et vous entendre. Alors petit conseil technique que l'on me rappelle en régie, parlez tout près du micro comme je le fais, sans ça on ne va pas bien vous entendre. Voilà qui est dit. Donc bonsoir. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai l'honneur d'être la titulaire de la chaire rénovation énergétique des bâtiments. C'est une chaire que nous portons à 3 avec mes collègues Amina Meslem et Christophe Lanos. Et donc tout d'abord, nous remercions la Fondation de nous avoir donné l'opportunité de monter cette chaire et pour tout le travail accompli dans sa mise en place et le travail à venir, bien sûr, suite aux travaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir titulaire d'une chaire comme celle-là? Vous êtes dans ce domaine d'activité, de recherche, c'est votre sujet de prédilection? Oui, tout à fait. Donc, au laboratoire, nous travaillons à la fois sur les matériaux et sur les systèmes. Donc, on travaille sur les matériaux pour l'enveloppe des bâtiments, donc notamment pour leur comportement hygrothermique. Donc, c'est mon domaine de prédilection. Amina Meslem travaille plus sur la partie système et donc Christophe Lanos travaille également sur les matériaux. Moi, je suis un peu à l'interface sur l'ensemble, donc c'est pour ça que j'ai eu l'honneur d'être la titulaire de la chaire. Vous fixez un objectif particulier. J'imagine que sur un sujet aussi vaste et tellement d'actualité, on a tous en tête les millions de mètres carrés concernés par la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un enjeu colossal. Vous avez des priorités ? Oui, alors nous, l'objectif, ça va être à la fois d'agir sur l'aspect rénovation énergétique dans le sens de diminuer les besoins, donc dans le cadre de la problématique, bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre, où l'enjeu est effectivement aussi un enjeu planétaire, dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, mais également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on souhaite assurer aussi le confort et la santé des usagers, puisque si on ça prend, passe aussi par ça, vous avez raison de voilà, le rappeler. Si on prend les bâtiments actuels, avec la réglementation thermique 2012, on en est venu à faire des enveloppes très isolées et très étanches. Donc c'était très performant d'un point de vue énergétique. Mais les champignons aiment bien aussi parfois. Voilà, très inconfortable et des problèmes pour les usagers à partir de la mi-saison. Les bâtiments devenaient limite inhabitables, alors qu'on avait des bâtiments très performants. Donc là, l'objectif, c'est de bien prendre en compte à la fois les besoins énergétiques et le confort et la santé des usagers, et en cherchant des systèmes passifs pour justement agir sur cette réduction de la facture d'énergie. Dernière, oui, Sophie, vous oubliez. Je veux juste rajouter, en fait, ce qui est passionnant dans ces projets, c'est pas l'universitaire qui est le sachant, c'est vraiment une co-construction. Et donc, autour de la table, il y aura 6 partenaires, le groupe Legendre, Cardinal Édifice, Delta d'Or, Rennes Métropole, Aegis et le groupe CETI, et ils vont tous se réunir pour essayer de trouver des solutions ensemble, et chacun apporte son expertise. On sort du laboratoire, on n'est pas hors sol. Sur un sujet comme ça, il va falloir passer par de l'expérimentation, voilà. Aller voir sur le terrain comment ça marche. L'idée, c'est de transposer effectivement à l'échelle réelle en collaborant avec nos partenaires des entreprises
Eh bien, je vais vous faire une confidence, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Le sujet est passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on a de grands campus et on va utiliser les campus comme terrain d'expérimentation. Et là, il y a des mètres carrés effectivement concernés. Oui, l'idée, c'est d'aller au bâtiment démonstrateur pour montrer effectivement l'efficacité de ce qui est développé en laboratoire et qu'on transposera. Eh bien, on suivra ça avec, je suis sûr, les uns et les autres avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Florence. À vos côtés, Prune Passama, je le disais, vous êtes la directrice du fonds de dotation du groupe Roulier à Saint-Malo. Sur un projet, c'est un projet de chaire biodiversité, changement climatique. Évidemment, c'est un sujet qui nous concerne tous. Il concerne tout particulièrement votre groupe ? Il concerne tout particulièrement les agriculteurs auxquels le groupe Roulier est très proche. Le fonds de dotation Roulier, c'est un peu comme une fondation d'entreprise. C'est vraiment un organe de mécénat et philanthropique. Et en 2016, quand il a été créé, l'ambition, c'était vraiment de faire la promotion de l'agriculture durable en France et dans le monde. Alors c'est vrai que quand Sophie est arrivée avec ce projet de chaire, en nous disant en fait on s'intéresse au lien entre le changement climatique et la biodiversité, et comment la biodiversité peut être une des solutions sur le changement climatique, et pour nous par rapport aux agriculteurs, ça prend tout son sens. Parce que c'est les premières personnes qui connaissent et qui vivent ce changement climatique, mais c'est aussi ceux qui sont porteurs des solutions. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important. Et puis je pense qu'on partage aussi beaucoup de valeurs, le fait d'être justement concret. Alors nous, c'est vrai qu'on a un prisme plutôt agricole, mais c'est important pour nous, pour cette chaire et pour ce sujet-là, d'être vraiment avec d'autres personnes issues d'autres secteurs pour trouver des solutions ensemble. Je pense qu'il ne faut pas rester dans sa bulle et vraiment pouvoir s'ouvrir sur d'autres secteurs. Vous allez être, j'allais dire, chef de file sur ce projet, s'il voit le jour, ou à charge pour vous de trouver des partenaires, comment ça va se passer ? À charge pour la Fondation Rennes 1 et pour nous de trouver d'autres partenaires qui nous accompagnent, et surtout pour accompagner Joanne Van Baren, qui est la titulaire de la chaire et qui appartient qui est en haut. Qui est en haut de l'amphithéâtre. Et en haut de l'amphithéâtre, et qui, elle, appartient au CNRS, et donc c'est elle qui est vraiment, va coordonner les travaux qui seront menés dans la chaire. Donc s'il y a dans la salle ou derrière les écrans des acteurs économiques intéressés par la problématique, ils peuvent vous contacter ou contacter Absolument, Sophie. Ils peuvent tout à fait nous contacter et puis on se chargera vraiment de les embarquer dans l'aventure avec nous. Idéalement, ça devrait démarrer quand cette aventure vous souhaiteriez dans cette année, le plus tôt le mieux, l'urgence est présente. L'urgence climatique, c'est dans le titre, donc effectivement, il ne faut pas traîner. Changement climatique, mais il y a urgence, vous avez raison. Merci beaucoup, Prune Passama, pour cet éclairage qui est une bonne illustration de la manière dont finalement, Sophie, régulièrement, vous trouvez de nouveaux sujets, vous embarquez avec vous de nouveaux partenaires sur toujours, et ça c'est vraiment un fil rouge, des thématiques qui sont dans l'actualité ou qui sont même parfois en avance de phase de préoccupation qui deviennent ensuite très massives. Oui, on est vraiment sur des enjeux sociétaux et on est dans le partage. En fait, ces sujets, on ne les trouve pas tout seuls. Bien sûr, il faut qu'on ait les compétences en interne dans nos laboratoires, mais on voit bien que voilà, ce sont des sujets qui sont amplement partagés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, on est vraiment dans le partage parce que tous les travaux des chaires sont partagés. Et donc c'est un peu de l'open data. Une fois que c'est produit, voilà. C'est largement diffusé. Et donc c'est largement diffusé en priorité aux membres de la Fondation Rennes 1. Et c'est pour ça qu'ils sont invités aux ateliers de l'innovation, qui sont ces think tanks où on continue à construire avec l'ensemble de l'écosystème. Et voilà, et on est vraiment encore une raison supplémentaire de s'y intéresser. Voilà. On va s'intéresser justement à présent à un moment fort encore dans cette soirée qui n'en manque pas, avec le traditionnel prix de la recherche, Sophie. C'est Ronan Solo qui va être récompensé avec ses partenaires et son équipe. On va les appeler, ils sont 7 je crois. Et pour bien comprendre l'activité qui est la leur, je vous propose de découvrir un petit reportage réalisé par nos confrères de TVR qui sont allés à leur rencontre. C'est maintenant. Enseignant-chercheur, Ronan Solo est aussi depuis 2017 le directeur de l'IETR de Rennes. Ses travaux de recherche portent sur les nouvelles architectures d'antennes qui seront nécessaires aux télécommunications spatiales et aux futures normes des prochains réseaux de téléphonie mobile. Donc dans ce que je fais avec quelques collègues, on s'intéresse notamment à 2 types d'architectures antennaires, des architectures plutôt fines, qui ont des capacités de focalisation dans l'espace, des capacités poussées de focalisation de l'énergie dans l'espace, et d'autre part à des antennes volumiques
qui peuvent permettre de faire du balayage électronique de faisceaux d'antennes dans toutes les directions, là encore pour suivre un utilisateur en mobilité. Donc ce sont deux domaines où le laboratoire est plutôt en pointe à l'échelle internationale. Les travaux du laboratoire sont souvent menés dans le cadre de projets ou contrats publics-privés et se déclinent successivement en modélisation numérique, validation de concepts et fabrication de prototypes, mais toujours en suivant le principe fondamental de la recherche de l'innovation et ses limites. Notamment en termes d'efficacité énergétique, en termes d'optimisation, performance, encombrement, en termes de miniaturisation aussi sur certains applicatifs. Intégrer aujourd'hui un nombre important d'antennes dans des dispositifs portables nécessite effectivement de réduire au maximum les tailles sans nuire aux performances de l'objet. Et ce sont des contraintes qui vont dans des directions opposées. Donc on voit bien qu'on a nécessairement la recherche de compromis qu'il faut faire. Et c'est là que nous tentons d'apporter une valeur ajoutée. Ce prix de recherche de la Fondation Rennes 1 vient non seulement couronner le travail collectif de 3 chercheurs réunis autour de Ronan Solo, mais aussi les 100 personnes du laboratoire qui travaillent spécifiquement sur les antennes. Voilà, les antennes, vous avez compris que c'est un travail d'équipe, un travail collectif. Alors, on est heureux d'accueillir Ronan Solo et son équipe, une partie de celle-ci, je vous en prie. Ce sont les fondateurs de la Fondation Rennes 1 qui vont vous remettre votre prix. Et je pense qu'il est intéressant qu'ils puissent vous rejoindre à présent. Et vous avez le micro. Et vous pouvez enlever votre masque. Du coup, je vais appeler Yannick Préauchat qui représente. Ils sont tous là, ils se sont reconnus, voilà. Ouais. Voilà, donc il y a un représentant. Tellement heureux de se retrouver. Voilà, en présentiel. d'Arkea, Orange, Canon, Tribala Noyal et Biotrial. Voilà, qui sont les fondateurs et qui sont heureux de vous remettre ce prix. Alors, je ne sais pas qui va le remettre d'ailleurs, il est derrière nous. C'est pas ce qui est prévu là sur cette. Le président. Il y a 2 présidents ce soir, il y en a même davantage dans la salle certainement, car nous sommes en France, donc c'est une manière aussi de vous récompenser. Bravo à vous. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Je ne sais pas si les micros sont prévus. On est dans des règles sanitaires qui font que les micros sont désinfectés après chaque prise de parole. Normalement, pas de micro, me dit-on en régie. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous souhaitez d'une voix forte vous exprimer sur ce prix de la recherche ou la simple présentation qui en a été faite suffit? C'est parfait, disent-ils. Merci beaucoup. Bien, écoutez, bravo à l'équipe. Vous peut-être dire un mot avec ce micro-là. Je pense que vous pouvez l'utiliser, même si parce qu'on vous a pas très bien entendu avec votre masque dans le reportage. C'est quand même le problème. On tente de respecter au maximum les gestes de distanciation dans les unités. Et donc, effectivement, j'ai un devoir de les appliquer moi-même aussi pour que tout le monde le fasse. Très bien. Ceci étant dit, là, vous avez le prix, donc voilà. Non, mais ceci étant dit, voilà, je tiens. D'abord à préciser que c'est un prix qui est collectif. Ça a mal été entendu, mais je tiens particulièrement à le préciser parce que la recherche n'est jamais individuelle. Jamais. Donc c'est important. Et là, il y a 2 de mes collègues qui sont présents, mais ce n'est pas les seuls. Donc il y a David González Overero, qui est chargé de recherche auprès du CNRS. Et puis Laurent Lecoq, qui est ingénieur de recherche à l'Université de Rennes. Il y a également une 4e personne qui n'est pas là, qui s'appelle Mauro Ettore, qui est également chargé de recherche au CNRS. Et donc je tiens à les associer évidemment à ce prix. Alors ça a été une surprise pour moi parce qu'en fait nous n'avons jamais déposé le moindre dossier. C'est le talent qui a été reconnu, vous voyez, c'est ça. Il y a des capteurs à la Fondation Rennes 1 qui savent identifier où ça se passe. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine reconnaissance du travail qui est fait, et puis ça permet aussi d'être efficace. Donc que dire, je ne vais pas rentrer dans la technique, simplement pour vous dire que le site de Rennes, dans le domaine des antennes, qui peut paraître un peu étonnant pour vous, c'est le site académique sans doute le plus important en Europe. Et ça depuis très longtemps. Donc il y a une concentration d'activités qui est... ça ne se sait pas suffisamment, vous avez raison de le rappeler. J'aime bien le dire parce que c'est vrai et ça se vérifie. Et nous avons aussi des infrastructures expérimentales dont Laurent est en partie responsable, qui sont assez exceptionnelles. Et on a une halle technologique qui est en train de sortir de terre
Et je pense qu'on aura en 2022 l'occasion de faire une visite peut-être. Plus que ça, de belles célébrations, parce que ce sera un lieu qui aura un caractère assez unique en Europe. Elle se trouve où cette halle technologique? Juste à côté. 300 mètres, donc c'est très simple de s'y rendre. On peut faire une réception Vous en parlez très PNRB, bien. et puis ensuite se rendre en empruntant l'allée Jean Perrin au laboratoire, au bâtiment, près du bâtiment 11D, puisque celui-ci n'a pas encore de numéro, la halle. Donc voilà, ce sera vraiment, je pense, un bel outil de rayonnement. Un bel outil aussi autour duquel des acteurs publics et privés pourront se retrouver. Et donc à ce titre-là, j'en profite aussi pour remercier tous les financeurs qui ont contribué à nous permettre de concrétiser ce projet qui est dans nos esprits depuis plus d'une dizaine d'années. Donc vous parliez, Monsieur Gandon, tout à l'heure de temps long. Il y a le temps long de la recherche, mais il y a aussi le temps long parfois de concrétisation de gros projets. Et là, c'est un vrai exemple. Il aura fallu 12 ans pour aboutir à quelque chose qui soit à l'état de l'art à l'échelle internationale. Eh bien, voilà. on peut vous féliciter pour cette ténacité, cet engagement dans la longue durée. Bravo à vous et à l'équipe qu'on n'oublie pas. Bravo à mes collègues surtout. Voilà. On arrive presque au terme de cette Assemblée Générale. Avant de se quitter, évidemment, il y aura la photo, mais avant la photo, il y aura aussi quelques mots. Et je me tourne vers vous, Jean-Marc Gandon, on va vous donner un micro. Vous allez peut-être revenir vers moi. Et voilà, on vous donne un micro dûment passé au gel hydroalcoolique pour nous parler, parce que c'était évoqué par Sophie tout à l'heure, de ce 2 millième don reçu par la Fondation Rénin. Alors ça tombe bien, c'est juste pour la Fondation, vous faites décidément bien les choses. Vous pouvez nous en révéler peut-être qui est l'heureux donataire? Bien été organisé, parce que je ne connais pas le nom. Hein. Ah voilà, c'est aussi du direct. Parce que ça a été vraiment... en tout cas, ce qu'on dit, c'est que c'est le 2 millième, on a franchi ce cap. C'est le 2 millième, donc ça, c'est pas choisi, c'est bien ça, puisque finalement, et ça illustre quand même une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, par rapport à la Fondation, dans l'année difficile, enfin l'année particulière qu'on vient de vivre, ou l'année et demie particulière, on a eu aussi la grande surprise de l'accélération, en fait, des connexions et de l'activité, malgré tout, malgré le non présentiel de la Fondation, et aussi des dons. On a une année record, ce qui est absolument... Comme s'il fallait compenser ce qu'on n'avait pas pu vivre en direct et par un élan de solidarité supplémentaire. Parce qu'il y a eu beaucoup de générosité. À tous les niveaux, et l'envie de faire ensemble, en fait, je crois que c'est l'envie de faire ensemble, j'imagine. Alors c'est vous, monsieur 2 millième, c'est vous. Si ça fonctionne. Vous m'entendez peut-être? Oui, on vous entend. Oui, c'est bien moi. Donc je me permets, je me présente. Je suis Jérôme Alexandre, le fondateur de la start-up rennaise Next to You. Alors, déjà, je suis très heureux et très enthousiaste d'être le 2 millième membre de la Fondation. Merci à tous de m'accueillir. 2 millième, ça veut dire aussi qu'il y en a 1999 avant moi qui ont tracé le chemin déjà et qui ont imprimé déjà la voie. Donc, à moi simplement d'être à la hauteur pour pouvoir aussi partager ce que je peux apporter à la Fondation. Alors, Next to You... J'allais vous demander, Next to You, ouais. en un mot. Alors, en un mot, Next to You, c'est une application mobile pour rapprocher les gens. Alors, imaginez, j'ai sorti une application mobile de ce type-là en plein Covid, où chacun était chez soi. Donc là, il y avait un challenge dans le challenge. Mais grâce à ça, on a pu aussi quand même générer 1500 rencontres sur la ville de Rennes. C'est pas rien. On a aussi... C'est quel type de rencontre très simplement, en fait. Alors, type de rencontre, en fait, simplement pour collaborer déjà, pour échanger au travers de compétences croisées. Ça, c'est la première chose. Et puis, on peut aller effectivement sur des rencontres qui vont déboucher sur des rencontres d'amitié, rencontres amoureuses aussi, bien sûr. Vous êtes concurrent de Mythique, d'une certaine manière. On va au-delà. On va au-delà tout de même. C'est encore plus fort. Et on a permis notamment aussi au commerce de proximité de pouvoir sortir un petit peu de l'ornière pendant cette période délicate, de pouvoir notifier les ardoises et collecter des commandes simplement de la part des Rennais. Et puis les taxis aussi qui m'ont raconté qu'ils livraient des colis pendant 1 an et demi. Eh bien, on a pu leur sourcer finalement l'ensemble des demandes de taxi pendant cette année. Le numérique au service du lien. Tout à fait. Alors, il faut dire aussi que la Fondation Rénin m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu la chance d'être encadré dans le programme Créa UT et je remercie encore à nouveau Laure pour ça et Sophie de m'avoir intégré dans ce modèle-là.
J'ai eu donc une dizaine d'étudiants qui m'ont coaché sur ma stratégie commerciale au tout début, sur ma stratégie financière également, alors que je démarrais simplement. Oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré. Et l'année suivante, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a proposé comme parrain. Et à mon tour, j'ai encadré le projet YouJob avec le brillant Oscar qui a embarqué une équipe d'étudiants, lui aussi étudiant entrepreneur. C'est de l'économie circulaire, tout ça. Tout à fait. On a rebondi et aujourd'hui, je suis assez fier de ça parce que YouJob maintenant est incubé dans une structure qui s'appelle Incubator notamment. Et donc, il poursuit l'aventure. Et voilà, donc je pense qu'il va aller loin à l'issue de ça. Et puis pour terminer, on a eu la chance aussi de participer à un job dating aussi dans le cadre de la fondation. Ça m'a permis d'offrir finalement à une étudiante l'expérience de 6 mois chez Next2You en stage. Et donc encore une fois de pouvoir connecter l'écosystème étudiant avec l'innovation rennaise. Merci à vous. Eh bien, merci à vous de votre générosité et de ce 2000e don de la fondation. Voilà, Jean-Marc, on arrive au terme de cette Assemblée Générale. Vous nous aviez donné un petit peu la tonalité dans vos propos introductifs sur l'humain, la solidarité. On n'a pas été déçus ce soir. Hein. Et non, même le 2000e, vous voyez, c'était sur la proximité. Et Next2You, qu'est-ce que vous voulez de... C'est une parfaite illustration. Et vraiment, sur cette année, record en termes d'action, de levée de fonds, même si les levées de fonds, c'est surtout les actions que ça va générer derrière, plus que les montants, bien évidemment. Et puis, le nombre de projets, le nombre de... La dynamique. On l'a peut-être pas illustré sur l'équipe de chercheurs. J'ai bien noté la notion d'équipe de chercheurs. Hein. C'est quelque chose que je connais. Plus que, évidemment, il faut une illustration avec le responsable, mais il y a aussi des projets de création d'entreprise. J'ai entendu cela. Donc, il y a de la valorisation. Donc, on est à chaque fois dans l'esprit de la fondation. Accompagner, entreprendre, innover et développer, et de façon presque surprenante, ou disons que les fondements de la fondation étaient là pour que l'année inédite se transforme en réussite, et on est très impatient de pouvoir accélérer encore davantage en 2021, et on vous remercie tous puisqu'il y a vraiment une adhésion très importante illustrée par le monde de l'entreprise et aussi par le monde des chercheurs, parce que c'est très important que ça fonctionne des deux côtés. Voilà, le terreau est fertile. Merci beaucoup Jean-Marc Gandon, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles une fois encore à ce rendez-vous important en présentiel ou derrière vos écrans. Une assemblée générale de la Fondation Rennin ne se termine jamais sans une photo, vous le savez. J'invite donc tous les membres à venir devant l'estrade pour immortaliser ce moment et puis qu'on se retrouve avec un petit peu de sourire et de nostalgie peut-être dans 10 ans à nouveau. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Pour la photo, c'est maintenant.